Carole Barjon. Oui, je vais vous demander, si vous ne deviez n'en retenir qu'un seul, bon, je sais bien que c'est peut-être difficile, mais si vous ne deviez n'en retenir qu'un seul, quel est selon vous le principal échec de Nicolas Sarkozy? Et inversement, éventuellement, est-ce qu'il y a une mesure ou un secteur dans lequel il vous semble avoir réussi? Pardon? Une vague réussite. Une vague réussite, voilà. L'échec, l'échec le plus terrible, c'est le creusement des inégalités. On est revenu à une situation, je dis certains historiens, de la France des années 20. Attendez, vous avez 10% des Français qui possèdent plus de 60% du patrimoine. Vous avez le dernier rapport de l'INSEE où les 10% des Français se sont enrichis et tous les autres se sont appauvris. Il en est le seul responsable? Oui, il en est le seul responsable. Parce que la responsabilité politique, c'est de corriger le mouvement du libéralisme. Jamais les banques n'ont gagné autant d'argent. Jamais les banques n'ont gagné autant d'argent, alors qu'on sait depuis la crise de 2008, et au moment où l'État a renfloué les banques, que le minimum aurait été de mettre des contreparties pour que les banques financent l'économie, tout simplement, et qu'on réforme les tarifications bancaires. Les banques, aujourd'hui, gagnent de l'argent sur le dos des pauvres. Vous avez vu les tarifications bancaires, comment les gens sont enfoncés dans le surendettement, mais c'est proprement odieux. Alors que les riches peuvent renégocier leurs prêts, les riches peuvent négocier avec les banques et pas les pauvres. Il y avait une deuxième partie à la question, c'est le jour où vous avez été fier de Sarkozy. Honnêtement, je ne vois pas. Je vois pas la Libye, est-ce que vous auriez déclenché l'opération libyenne? Oui, la Libye, je pense que c'est... Oui, la Libye, on peut le mettre au crédit du... Si BHL vous avait appelé comme ça un jour en vous disant voilà, il faudrait envoyer l'armée, vous l'aurez envoyé? Je n'obéirais pas aux injonctions de qui que ce soit, mais oui, je pense que oui, j'aurais pris cette décision, oui. Alors, Aude Baron. Mais j'aurais certainement pas reçu Kadhafi dans la cour de l'Élysée. Aude Baron qui a collecté notamment les questions des internautes sur le site Le Plus du Nouvel Observateur. Donc je vais me permettre de vous poser deux questions donc, au nom des internautes. La première qui nous est posée par Jean-Philippe Herbien, qui vous demande que pensez-vous de la pratique américaine qui consiste à se retirer lorsqu'on a perdu une élection présidentielle et qui permet de faire émerger éventuellement de nouveaux visages? C'est la pratique américaine. C'est pas la pratique française. Et donc en France, vous ne verriez pas un tel système s'appliquer? Pardon? Vous ne verriez pas en France un tel système s'appliquer? Non, parce que c'est pas la pratique française. Ma référence, c'est François Mitterrand. Oui, 3 fois. C'est pas très encourageant pour cette fois-ci. Tu voulais poser une deuxième question. La deuxième question qui vous est posée par Fabien Basset. Qu'est-ce qu'un geek? Et pensez-vous qu'un président doit être un peu, beaucoup ou très geek? Ça, je ne sais pas. Un fan, c'est ça? Un fan de technologie, de nouvelles technologies. Oui. Vous savez que j'étais récompensé par les journalistes, je crois, sur mon Twitter. Parce que je suis une des rares à tweeter personnellement, donc vous voyez. Donc un peu geek, on va dire. Donald Hébert. Bonjour, on parlait de l'économie française, ça dépend essentiellement aussi de la santé de la zone euro. Aujourd'hui, comment peut-on sauver la Grèce? Comment peut-on sauver l'euro? En faisant la réforme bancaire. Honnêtement, ce qui se passe est proprement inadmissible. On a des dirigeants européens totalement inertes par rapport à ce qui s'est passé. En 2008, on savait déjà tout ce qu'il fallait faire, entre les euro-obligations, la création d'une agence publique de notation, le fait d'obliger les banques à cesser de spéculer sur la dette des États. Vous avez vu que Barack Obama vient de porter plainte là, contre 17 banques qui ont eu des comportements douteux sur les subprimes, dont des banques françaises d'ailleurs. Et rien n'a été fait de ce point de vue. Il y a une collusion entre les pouvoirs et le système financier. Il se fait aux dépens des peuples. Pourquoi ça se fait aux dépens des peuples? C'est assez simple à comprendre. Les placements financiers, je recherche des placements à 2 chiffres, plus de 10%. La croissance est en panne. Donc, qui paye la différence entre des placements rentables à 2 chiffres et une croissance en panne? Il faut bien créer de la richesse pour répartir. Donc, la richesse virtuelle du secteur financier, elle se fait bien sur le dos de quelqu'un. Donc, pour pouvoir rentabiliser des placements
à plus de 10%, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut baisser les salaires, il faut baisser les retraites, il faut sabrer dans les services publics, il faut l'appauvrissement des peuples. Eh bien, ça suffit. Il suffit, ça suffit. Les banques qui font la loi, je le disais tout à l'heure, et qui commandent au lieu d'obéir, ça suffit. Donc, il faut que la politique reprenne ses droits, comme ça a été fait au Brésil, en Argentine, où je suis allée, j'ai rencontré Cristina Kirchner, j'ai vu le président Lula. À un moment, ils en ont eu assez des injonctions du Fonds monétaire international. L'Argentine, vous le savez, a été au bord du gouffre. Des millions de gens ont été basculés dans la pauvreté, dans la précarité. Ils sont même allés jusqu'à faire ce que leur demandait le FMI, c'est-à-dire supprimer leur sécurité sociale. Ça a été dramatique, comme ce qui se passe en Grèce. Donc, écoutons les leçons du passé récent. Et à un moment, ils ont dit maintenant, ça suffit. On reprend la main sur notre système bancaire. On nationalise une partie des banques. On rentre au capital des banques, ce qu'ils ont fait en Argentine et au Brésil. Et ils ont remonté la pente du développement économique. Parce que les banques ont eu interdiction de spéculer sur la misère des gens et elles ont eu obligation de faire leur métier. C'est quoi le métier des banques? C'est de prêter à l'économie. Et Barack Obama a fait la même réforme aux États-Unis en distinguant au sein du système bancaire les activités de prêt des activités spéculatives et en imposant l'engagement d'un quota des dépôts pour financer l'économie. Tant qu'il n'y aura pas cette réforme-là, la situation économique va se dégrader. On ne sortira pas de cette crise dans le système actuel en changeant les règles du jeu. Et ce qui est pire, c'est qu'on sait comment changer les règles du jeu. On les connaît, ces règles. Je viens de vous les donner. Donc pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi est-ce que le système bancaire a autant de pouvoir en France? Pourquoi les visiteurs du soir de l'Élysée sont les banquiers? Moi, je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il y a un chantage permanent. Si vous nous touchez, si vous nous réglementez, là, on va licencier. Si vous nous réglementez, on va être moins compétitif au plan international. Mais si vous nous réglementez sans que ça soit réglementé dans les autres pays, mais vous allez nous affaiblir. Voilà le chantage permanent qui est fait depuis des années sur les dirigeants politiques français. Eh bien, moi, j'appelle de mes voeux des dirigeants européens qui auront le courage à un moment de dire à leur système bancaire, il faut bien qu'il y en ait qui commencent, il faut bien des éclaireurs, qui vont imposer à leur système bancaire à 2 ou 3 pays européens, et si possible avec le couple franco-allemand, devraient être les premiers à prendre ces décisions en disant, voilà, nous on interdit à nos banques la spéculation sur la dette des États, nous on met en place une taxe sur les plus-values financières, nous on met en place une taxe sur les mouvements de capitaux, 1000 fois annoncé, même Sarkozy a annoncé la taxe sur les mouvements de capitaux. Où elle est cette taxe? Où elle est? Donc ce n'est pas des réunions qui durent 2-3 heures, clic-clac photo. Il faut changer aussi les modes de fonctionnement des relations internationales. Voilà. Que les gens se mettent à travailler, restent 8 jours ensemble s'il le faut, mais sortent des conclaves des conseils européens avec des décisions efficaces et énergiques. C'est comme ça qu'on sortira. Dominique Nora. Vous dites que la Grèce ne peut pas rembourser, donc il faut restructurer et donc il faut nationaliser les banques, puisque le choc... Mais est-ce qu'on peut faire ça à 3 pays en Europe? Vous ne pensez pas que c'est une solution qui doit être un super Bretton Woods, un nouveau Bretton Woods mondial? C'est mieux s'il y a un nouveau Bretton Woods mondial. Mais où il est? Que fait la Banque Centrale Européenne? Que fait le Fonds monétaire international? Où sont les dynamiques économiques et politiques? De toute façon, on ne peut pas attendre des institutions internationales ce que les responsables politiques n'ont pas le courage de faire. Ce sont d'abord des décisions politiques qu'il faut mettre en place. Ils n'ont même pas eu le courage politique de mettre en place les euro-obligations. C'est quand même extravagant. Pour baisser le coût de la dette grecque, Français et Allemands ne se sont même pas mis d'accord sur les euro-obligations. C'est pourtant assez simple. Et la France a abdiqué, mais en race campagne, par rapport à une prise de position antérieure qui était la mise en place des euro-obligations. Pourquoi on a cédé aux Allemands? C'est inadmissible, il faut faire des convergences. Moi, je me souviens de François Mitterrand, quand il s'était élevé contre Margaret Thatcher, qu'il en a eu assez que Margaret Thatcher impose sa vue aux Européens. Il a pris sa valise, il a fait le tour de toutes les capitales européennes jusqu'à ce qu'émerge un consensus. Le consensus franco-allemand, il pouvait parfaitement émerger. Parfaitement, le ministre allemand disait, ben non, on ne peut pas augmenter le coût de la dette allemande pour baisser le coût de la dette grecque, parce qu'en contrepartie, on veut une exigence sur les politiques budgétaires qui sont conduites. On ne veut pas que les bons élèves payent finalement pour les mauvais élèves. Mais ça se discute, ça.
C'est pas absurde ce qu'il disait le ministre des Finances allemand. Donc on met sa prise de position sur la table, on y travaille, on dit bah oui, en contrepartie, il y aura un droit de regard franco-allemand sur les politiques budgétaires des États qui vont bénéficier des euro-obligations, par exemple. Mais ça se discute. Il n'y a même pas d'effort de discussion et de rapprochement des points de vue. Il n'y a pas de politique diplomatique liée à la résolution des problèmes économiques. Or ça, c'est possible avec un peu de volonté, de méthode. Beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté, de méthode. Il y a un je m'en foutisme, hein, disons les choses très clairement.